Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour vous inspirer et motiver. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde. Salut Max, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi-même? En pleine forme, en pleine forme. Je pense qu'on va s'amuser avec notre invité du jour. Beaucoup à découvrir, beaucoup de projets, donc ça va être une personne très inspirante. Tout à fait, j'ai très hâte également. Alors, sans plus attendre, CEO de Ombrage.com et qui est aussi le coprésident de Omium. Sans plus attendre, recevons Mehdi Laeb. Mehdi, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, ça va super. Merci à vous pour la belle invitation. Merci à toi d'être là. On est présent. Excellent. On va répondre à tout ce que vous voulez. Excellent. Alors, Mehdi, on est très ravis de te recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour nous. Et justement, en parlant de ça, on suit tes publications sur LinkedIn. On voit beaucoup de posts, on voit beaucoup de réalisations, surtout extraordinaires sur plusieurs continents, à la fois le continent américain, le continent européen, le continent africain. Beaucoup de personnes doivent se demander comment tu fais en 24 heures. On se pose aussi la même question. Et justement, par rapport à ça, avant d'en arriver à toutes ces belles réalisations-là, d'un point de vue personnel, c'est qui Mehdi aujourd'hui? Ah, Mehdi, c'est un petit joueur de basket qui a évolué dans l'entrepreneuriat. À la base, c'est ça. C'est quelqu'un qui est parti de quelque chose et qui est arrivé autre part que je pensais. En gros, c'est ça. Ça ressemble vraiment à mon portrait. D'accord. Et tu parles de basket. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas que tu es un joueur de basket. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, j'ai fait une carrière de basketteur semi-professionnel quand j'étais jeune en D'accord. France, donc dans la région parisienne. Ok. Donc j'ai suivi un cursus de basket et puis des études en parallèle pour pouvoir, je dirais, compenser les blessures que les sportifs ont. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un bon programme français là-dessus. Donc c'est un programme où vous faites le sport que vous choisissez, mais où vous faites en parallèle des études parce qu'on sait très bien qu'il y a très peu de gens qui réussissent à faire une carrière sans se blesser, puis après tous les aléas, les aléas du sport. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai roulé ma bosse dans le sport en étant jeune, hein, beaucoup. Effectivement. Et qu'est-ce qui a fait basculer justement le choix pour aujourd'hui être un CEO, par exemple, d'une aussi grosse compagnie dans le domaine de l'éclairage? Bah moi, mon rêve, mon dream rêve que j'avais, que quand j'étais jeune, c'était d'aller jouer en NBA. Alors comme bien des jeunes qui jouent au basket, on a tous cet objectif. Puis en étant un petit Parisien, c'est un très 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 grand rêve que très peu ont réussi à atteindre. Mais moi, la circonstance, ça a été une blessure. C'était une blessure à un genou avec une opération, puis un difficile retour là. Et puis après ça, bon, à un moment donné, j'ai dit c'est terminé quoi. Donc c'est dur de faire une espèce de deuil, de dire bah écoute, mon métier c'était basketteur, puis demain matin, bah qu'est-ce que tu vas faire? Donc j'avais un paquet je dirais, d'objectifs puis d'idées puis j'ai toujours été quelqu'un de créatif et d'artistique dans ma vie. Puis j'étais business aussi, hein. Je sais pas si vous avez fait du sport, mais quand vous faites du sport, il faut savoir se vendre aussi. C'est l'aspect Tout aussi à qui est fait. important là. Même si on est le meilleur, si on n'arrive pas à connecter avec les meilleurs, ben on rentre nulle part, hein. Donc pour rentrer dans une équipe, il faut avoir un bon niveau, mais il faut savoir aussi faut savoir discuter. Donc ça, c'est quelque chose que j'étais capable de faire. Donc j'ai fini ma carrière de basket et puis j'ai fait le switch à 100% vers une carrière un peu plus artistique, architecturale et puis technique. C'est ce qui a fait que j'ai embarqué dans un métier comme le mien, un concepteur lumière. Puis tu parles de concepteur. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de l'éclairage? Parce qu'on s'entend que c'est quand même un domaine très spécifique Ouais. dans le monde du design puis dans le monde de l'architecture. Qu'est-ce qui a fait pourquoi l'éclairage? Ben,
En parallèle, quand j'étais jeune, je faisais de la peinture comme ce qu'il y a là, entre autres. Là, je faisais beaucoup de peinture. J'ai fait beaucoup de graffiti quand j'étais jeune à Paris. Donc, j'ai vraiment, en étant joueur de basket, j'ai vraiment peint. J'appelais ça de la décoration urbaine avec mes amis. Puis on était dans les premiers à cette époque-là à faire ça. Donc, j'avais ce côté artistique. Donc, j'avais le côté volumétrie, un bâtiment. Je savais un peu quoi faire avec la peinture. Donc, ça, déjà, c'est un avantage. Donc, la lumière est venue. J'ai fait une formation en ingénierie et je me suis orienté vraiment dans le côté. J'ai un cerveau séparé en deux. J'ai un côté très technique et un côté très artistique. C'est Excellent. carrément ça. C'est carrément ça. Donc, j'ai fait de l'ingénierie et j'ai fait de l'art. Aussi bien l'un dans l'autre, je switchais sans arrêt des deux côtés. Et au début, souvent les professeurs nous disaient bah, ça marche pas de ce bord-là, l'autre bord c'est bien, mais t'es pas 100%. J'ai jamais été à 100% un artiste et j'ai jamais été à 100% dans la technique. Donc, ce qui a permis à un moment donné de tremper un peu dans chaque écosystème. Et j'ai développé à l'école d'ingénierie où j'étais, j'ai développé des lumières pour Peugeot Sport. Vous savez, les premières lumières avec les grosses optiques, avec les loupes et tout ça, là, maintenant qui sont tous au LED maintenant, mais à l'époque, c'était des espèces de lumières au xénon, là, qu'on voyait, les belles lumières bleues, là, avec des Ouais. loupes. J'ai commencé par ça. Puis là, je me suis dit, ah, c'est cool la lumière. Et puis finalement, quand je suis sorti de l'école, bah, j'ai été recruté dans une entreprise qui faisait autre chose que l'automobile. C'était plus payant pour moi à l'époque. Donc j'ai dit, bon, bah, on va laisser tomber. Mais j'ai gardé donc le volet éclairage avec ça. Donc un drôle de parcours. Hein. Il n'y a rien de très régulier dans mon parcours. Très hasardeux. Mais euh, aujourd'hui, tu es CEO de plusieurs entreprises, puis on va te laisser en parler tout à l'heure. Mais pour te rendre où est-ce que tu es arrivé aujourd'hui, il y a un parcours. Ah Euh, oui, oui. puis j'imagine qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais si tu peux nous en faire peut-être un petit abrégé de comment tu t'es rendu à lancer dans l'entrepreneuriat, lancer tes projets d'entreprise, mais et surtout d'entreprise à succès. Ouais. Moi, j'ai commencé à être entrepreneur à l'âge de 29 ans. Donc, avant, j'ai été employé, j'ai travaillé sur plusieurs projets, de gros projets internationaux. J'ai travaillé sur la Tour Eiffel, j'ai travaillé sur le musée du Louvre avec un grand groupe européen. Donc, je me suis vraiment formé, je dirais, à l'école de terrain, l'école parisienne d'ingénierie de terrain, avec des très grands projets qui m'a permis de m'exporter. Je travaillais en Espagne, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai fait plusieurs pays comme ça pour le groupe. Pour moi, ça a été une des meilleures écoles. C'était une des bonnes écoles parce que les entreprises européennes forment beaucoup leurs employés. Moi, j'ai été formé en marketing, en stratégie. Et pourtant, mon métier principal était concepteur. Donc, vous voyez que des fois, là, ça Oui, élargit, ben oui. élargit la vision. Et de fil en aiguille, j'ai commencé comme concepteur. Et puis, et juste pour commencer, dans l'entreprise où j'ai commencé, pour rentrer dans le bureau d'études, il fallait faire des stages sur le chantier. Alors, j'ai fait des stages sur le chantier quand je suis arrivé parce que chaque personne du bureau d'études devait avoir passé sur un chantier pour comprendre ce que c'était. Alors, j'ai fait de tout sur un chantier, incluant l'installation même au début. Et ensuite, j'ai vraiment été dans le volet logistique, du volet logistique qui se sont dit, OK, là, il est bon, il est prêt, on s'en va au bureau d'études. Ça, c'est vraiment l'école, je dirais, d'ingénierie européenne qui fonctionne comme ça. Et tant mieux pour moi, parce que ça m'a appris toutes les sphères du métier. Et j'ai travaillé là pendant 10 ans. Donc, j'ai travaillé là pendant 10 ans jusqu'en 99. Et bon, bah, à un moment donné, je voulais partir dans ma propre entreprise. Puis là, j'avais des opportunités en France, j'avais des opportunités un peu partout. Puis je suis venu ici en vacances au Canada, en vacances, puis finalement, je suis jamais reparti. J'ai monté mon entreprise. Et oui, il y a eu des parcours, il y a eu du sinueux, comme on dit, parce que si je peux continuer sur cette Absolument. évolution-là, Absolument. je suis arrivé en 99 ici avec un nom étranger, avec un métier qui n'existe pas, où la plupart des gens qui faisaient un peu ce qu'on faisait, c'était des bureaux d'ingénierie. Et puis, il y avait deux personnes qui faisaient le métier, un à Ottawa et un ici à Montréal. Donc,
ouais, c'était quelque chose de très complexe à analyser, mais finalement, je l'ai pris comme un défi et je me suis dit, c'est le moment de le faire parce que les deux personnes qui sont là sont très bonnes. Moi, je pense que je peux apporter d'autres choses. Et puis finalement, c'est ce qu'on a fait. C'est vraiment ce qu'on a fait. Donc, j'ai créé Ombrage en 99. Et par la suite, j'ai acheté une petite firme de génie conseil pour exercer ce métier-là qui n'existait pas, parce que comme c'était pris par des ingénieurs, il fallait absolument Ouais. passer par ce cursus-là d'ingénierie. Et donc, j'ai fait l'acquisition d'une entreprise de génie conseil et j'ai créé Ombrage par la même occasion. Donc, ça a été le début d'une progression après qui a monté. Excellent. Et justement, on le voit aujourd'hui et j'ai une question par rapport à ça. Tu as parlé de beaucoup de choses tout à l'heure. Tu as parlé de la formation, de l'excellente formation que tu as pu avoir, de Ouais, l'expérience aussi en Europe. Ma question porte sur le fait qu'aujourd'hui, tu as quand même une présence sur 3 continents ouais, avec de très, très belles réalisations. On le voit à travers tous les posts sur LinkedIn. La dernière en date, on a vu que tu étais présent au Sénat ouais, à Paris. français. Ouais, Félicitations. On merci. se pose la question de savoir comment tu fais pour arriver justement à gérer tout ça et puis surtout à être présent sur tous ces 3 continents en même temps, en étant basé à Montréal. Ouais. Le secret, c'est l'équipe, hein. Mmh. Si vous êtes des sportifs, vous savez que le panier, il rentre pas tout seul, hein. Donc, ça prend, ça prend des joueurs, ça prend des gardiens, ça prend des gens qui défoncent des portes. Et puis, Mmh. c'est le secret de notre équipe. Donc, on a une équipe multidisciplinaire. On a des gens qui sont très performants dans la stratégie. On a des gens qui sont très performants pour faire des offres de services, en comptabilité, en gestion, en management, en technique. Euh, la plupart des entreprises comme la mienne, mes compétiteurs, je dirais, sont bonnes. Ils font de la bonne technique, mais on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision des affaires. On n'a pas la même vision de la stratégie d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a développé au fur et à mesure des années, qui est important et qui nous permet à l'heure d'aujourd'hui de gagner des marchés publics ou privés partout dans le monde parce qu'on a un CV, parce qu'on est organisé, les gens le savent, puis on le démontre aussi. Ombrage peut travailler sur des tout petits dossiers, mais peut travailler sur des projets à plusieurs milliards. Donc, c'est la force du groupe à l'heure d'aujourd'hui. Pour une PME, c'est quelque chose d'incroyable parce que d'habitude, ce qu'on voit ou ce genre d'entreprise, c'est des très grands groupes. Donc, c'est des groupes Mmh. avec plusieurs centaines d'employés, là. Donc, ce qui n'est pas le cas chez nous, là. Mais d'ailleurs, j'aimerais peut-être revenir là-dessus. Comment tu as parlé de vision, tu as parlé de ce que ton équipe multidisciplinaire est capable de faire, mais comment Mm-hmm. justement cette PME est capable de gérer autant le petit projet que le projet à plusieurs milliards de dollars? Comment il est capable d'avoir, Ouais. oui, la vision, la technique, mais le grand mindset pour être capable de gérer ces aussi gros projets? Ouais. Ben, l'avantage de nos projets, c'est que je vais vous parler d'un projet comme le Pont Champlain. C'est un projet qui peut durer 5-7 ans. Alors, c'est pas 5-7 ans de travail linéaire. Donc, pendant que nous, on travaille, il y a toutes les autres spécialités et corps de métier qui travaillent. Donc, on est toujours en dents de scie. C'est très sinusoïdal, notre métier. Donc, on peut travailler pendant une semaine dessus, pendant un mois, plus de nouvelles. Là, on revient. C'est beaucoup de back and forth. Donc, ce qui nous permet de pouvoir absorber une grosse quantité de projets. C'est sûr, il faut beaucoup de management à l'intérieur. Ça prend Mmh. énormément de gens en planification de projets. Parce que ce qu'on vend, nous, c'est du temps, c'est de la science. On ne vend pas de matériel, on vend vraiment de la science, du temps, du knowledge. Donc, on fait des plans et devis, donc on vend vraiment notre savoir. Alors, c'est ce qui nous permet de faire travailler, je dirais, plusieurs employés sur un dossier. Mais ces employés ont peut-être 10, 15, 20 projets à des fois sur leur table. Alors, moi, j'appelle ça notre petite machine à saucisses. Ce qui est différent de beaucoup de gens dans le monde, c'est qu'on rentre un projet par le même canal et on ressort toujours par le même canal. Donc, c'est pas une personne qui va gérer un projet, c'est une personne qui est chargée de projet, mais qui utilise toujours la même équipe de production. Donc, ce qui fait que l'équipe de production est au courant de tous les projets. Et ça, c'est un gros avantage, que si un chargé de projet qui débarque, qui est malade ou quoi que ce soit, l'équipe de production a vu passer ce projet-là. Donc, finalement, à part la relation client, le rapport de conception dès le départ, ce channel est toujours en fonction. Pour nous, c'est hyper important.
si je parle à n'importe qui dans l'équipe d'un projet, ils vont tous être au courant d'une partie qu'ils ont fait dedans. Puis généralement, le deuxième le sait aussi. Donc, c'est un peu le mode de fonctionnement qu'on opère. Je sais que c'est pas le mode de fonctionnement habituel. La plupart du monde travaille en silo. Nous, on est vraiment dans la machine à saucisses, carrément. Là, c'est ça. Chacun rajoute son petit bout pour arriver à la fin et le fermer et tirer et couper. C'est carrément le principe. Ouais. Je réalise que tu fais souvent le parallèle entre le sport et ton travail. Donc, j'ai envie de te demander la question, toi qui est un sportif, qui a joué au basket, Max et moi, on est des fans de basket, quel apprentissage que tu as pu, que le basket, ou du moins que le sport t'a pu te donner, ou du moins que tu as pu amener dans ta pratique entrepreneuriale? C'est la même chose, hein. L'entrepreneuriat, c'est un combat à chaque projet, c'est un combat à chaque nouveau dossier. Les gens pensent que c'est un lifestyle, puis qu'on arrive là, puis qu'on se paye des belles voitures, puis qu'on fait ci. Ça, c'est la deuxième récompense. Mais je dirais, avant ça, faut pouvoir se battre, faut pouvoir comprendre, faut pouvoir apprendre, faut pouvoir prendre des coups. Puis parvenir 3 fois, on joue au basket, quand on rentre dans une surface, on en prend des coups. Là, si tu reviens 3 fois sur le même coup, puis sur la même surface, ben, il y a un problème. Il y a un problème, ça rentrera pas. On le sait que ça rentrera pas comme ça. Donc, on contourne. Il y a des techniques. Vous savez comment on peut passer. On peut passer sur plusieurs axes. Mais c'est ce qu'on fait. On en prend des râteaux, comme on dit. Hein. On se dit, oh, quelque chose qu'on a fait qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? On fait un post-mortem. On va regarder où est la faille, là, chez nous, là, s'il y a quelque chose. Donc, le rapport est le même. Tant qu'à moi, un sportif va toujours essayer, un bon sportif, je veux dire, pas un arriviste, un bon sportif va toujours essayer de passer. Que ce soit dans n'importe quel sport, il y a un endroit où il faut passer. C'est ce qu'on fait en entrepreneuriat, il faut passer, quoi qu'il arrive. Des fois, tu ressors avec une jambe cassée, tu te reposes, tu reviens, tu te repratiques, puis c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est carrément ça. Et je pense que de toute façon, la plupart des entrepreneurs que je connais, plus ou moins tous ont fait soit du sport ou étaient dans l'armée, où on a un profil qui est quand même, un profil qui est quand même généralement le même. Hein. Il y en a qui lui viennent pas, puis je critique pas ça, mais c'est sûr que ceux que je vois qui sont les plus combatifs, c'est ceux généralement qui sont passés par là. Ça, c'est clair. On a ce profil-là. La défaite, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Avec le temps, j'ai appris. Avec le temps, j'ai appris, mais quand j'étais plus jeune, aucune défaite, c'est sûr. Là, maintenant, on est capable de l'absorber, puis de la digérer, puis de l'éliminer. Mais ouais, quand j'avais 30 ans, c'était pas du tout pas la même acceptation. Donc, c'est ça. Et justement, en parlant de ça, pas que je présume, en tout cas, je pense que tu as eu des défis à travers tout ce parcours-là, parce que partir de la France, arriver au Québec en 99, partir sur un domaine qui n'était pas assez connu, on va dire, ici, de pouvoir travailler de manière excellente et puis devenir aujourd'hui l'un des meilleurs. Est-ce que tu peux nous parler de quelques défis que tu as eus justement à travers tout ce parcours-là? Je suis comme vous, moi. Hein, je suis un immigrant. Je vais rester, même si je suis né en France, je suis issu de parents, de mon père, de parents algériens, mère française. Donc moi, je suis un hybride. J'ai toujours été un hybride, même en France. Donc finalement, j'ai jamais été mis dans une case. Donc je suis dans un monde global, on va dire. En arrivant ici, ça n'a rien changé pour moi finalement. C'était la même histoire. Avec le nom que j'avais, les gens me disaient, oh, tu sors d'où? Toutes les questions classiques là. Ça, je vous dirais, j'ai mis ça de côté assez vite. Je me suis dit, je vais focusser avec les gens qui vont comprendre ce que je vais faire. Puis, on va amener de l'excellence dans le métier. Et au bout d'un moment, le nom, la couleur, tout ça, ça disparaît quand l'excellence. On s'entend, Michael Jordan, il y a plus de blancs dans le monde qui vont l'apprécier que de noirs. Puis pour moi, c'est carrément ça. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on voit le résultat, puis on voit plus la personne. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. On a vraiment, nous, complètement ignoré ce jour. C'est sûr qu'on avait des défis dès le départ en arrivant. On revient 20 ans en arrière au Québec, 21 ans en arrière au Québec. C'était compliqué, là. C'était compliqué. Juste déjà d'arriver de France, c'était compliqué.
Alors imaginez, j'arrive de France avec un nom à moitié arabe, les gens disent ouh, c'est particulier, on va y faire confiance, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont rendus là et tout ça. Finalement, on trouve des bonnes personnes. Il y en a plein au Québec, hein. Il y a des mauvaises comme partout, mais il y a des très bonnes puis qui croient en vous puis qui vous disent OK, regarde, on va te donner une chance, mais tu ne pas te planter. Voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on fait encore maintenant. Hein. C'est drôle, hein, mais à vous dire, 20 ans après, j'ai encore le même genre de discours. Hein. J'ai plein de clients qui me disent, écoute, moi, je te donne mon bâtiment, mais tu te plantes pas, hein, ou je te donne un pont, tu ne fais pas une erreur, là. Non. Ça, c'est le genre de chance qu'on aura toujours. Hein. On va toujours nous donner ce risque-là un petit peu plus qu'un Québécois d'origine. Ça, c'est clair. Il y en a plein qui me disent, moi, tu sais, je vais choisir... il y a un Algérien qui m'a dit, je vais choisir quelqu'un avec un nom étranger versus un Québécois. Tu sais, fais attention, je ne veux pas me planter parce que c'est moi qui vont allumer après. Je dis, OK, je comprends. Tu parles d'ici d'un double standard? Ah, bon, oui, il y en a un double standard, c'est clair. Je peux vous en expliquer. Ouais, ouais, j'ai perdu des dossiers. J'ai perdu des dossiers carrément parce que je vais vous dire, il y a déjà eu un maire connu au Québec qui a déjà dit, en parlant de nous, ben, on va donner de l'ouvrage à des gens bien de chez nous. C'est compliqué. Bien de chez nous, en étant 20 ans au Québec, si je suis pas encore intégré ici, je paye des impôts comme beaucoup plus que la plupart du monde. À part, qu'est-ce qu'il faut d'autre qu'est-ce qu'il faut voir pour être mieux intégré que ça? Je vois pas, là. À part le nom et puis le fait que je suis pas né à Québec ou à Montréal, là, c'est tout. Le reste, puis même à ça, il y en a qui sont nés ici puis qui ont bien de la difficulté à l'heure d'aujourd'hui à fonctionner, là. Ouais. Donc c'est vraiment. Mais vous savez, ça dans la vie, il y en aura toujours, puis il faut passer à travers. On gagnera pas avec ces gens-là. Ça sert à rien de se battre. Tu dirais quoi justement aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes sportifs qui viennent qui viennent de partout dans le monde, qui t'écoutent et qui disent comment moi je peux lancer mon projet, que ce soit dans ma passion, dans mes intérêts, malgré les barrières qui peuvent venir à moi. Tu dirais quoi à ce jeune? Ou tu dirais quoi au jeune Mehdi d'il y a 20 ans? Ben, le jeune m'a dit, je lui ai dit ce que je me suis dit depuis que je suis tout jeune. Faut être le meilleur. Point final. Essaye d'être le meilleur. C'est dur à accepter, mais oui, c'est un fardeau à porter. Mais c'est la même chose que j'ai dit à ma gang au bureau chez nous. J'ai un ingénieur qui vient du Maroc, qui est maintenant associé même dans Ouvrage, qui à l'époque était venu, j'étais sa last chance avant qu'il retourne là-bas, puis parce qu'il trouvait pas de boulot ici. J'ai un pote africain à qui j'ai commencé en 2003, qui travaillait avec moi, c'était la même histoire. Un PhD en électricité qui trouvait pas de boulot au Québec. Tout le monde était en train de dire qu'on manque de main d'œuvre. Alors c'est des gens que j'ai accueillis. Il y en a qui sont restés dans la compagnie. Mon pote africain, il est parti, il est rendu au ministère des Transports maintenant avec un super niveau, et puis on est toujours amis. Donc, je leur ai toujours dit, hein, c'est sûr, il faut être les meilleurs, c'est clair. Il n'y a pas photo. Et si vous voulez passer quelque part pour avoir de la crédibilité, malheureusement, c'est le poids que chaque immigrant doit porter, c'est d'être le meilleur dans ce qu'il fait ou d'essayer d'un des meilleurs, d'être reconnu pour ce qu'il fait. Après ça, ça va aller mieux, là, c'est sûr. Moi, c'est drôle parce qu'une fois qu'ils ont travaillé chez nous, qu'ils ont fait leurs preuves et tout ça, tous les recruteurs viennent les chercher. Ah. Ça, là, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Mais j'ai la chance que je pense que c'est des gens qui ont compris aussi le fondement aussi de notre entreprise. Donc, on est une entreprise multiculturelle. Chez nous, il n'y a pas d'histoire ni de sexe, ni de religion, ni des trucs comme ça. C'est tout le monde est dans le package, puis il fait partie de la même communauté. Puis ça va très bien. Il n'y en a pas d'histoire, puis il n'y en aura jamais. Le jour où il va en avoir un, il ne restera pas longtemps chez nous, de toute façon. Parce que c'est une famille, donc tout le monde comprend comment on travaille. Puis c'est un peu ce qui fait notre force aussi. Quand on travaille à l'international, on travaille au Maroc. Moi, j'ai aucune racine marocaine. Hein. Puis les racines algériennes que j'avais du côté de mon père viennent de deux générations. Donc finalement, j'ai jamais vécu là-bas. J'y étais en vacances, c'est tout. Je connais pas le day-to-day de la vie au Maghreb. Mais c'est ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, quand je vais au Maroc, bah, moi, je suis comme eux, hein, finalement. Je parle même pas arabe en plus. Donc, je suis comme eux. On se rapproche avec les gens qui nous comprennent. Donc, c'est ce qui fait qu'Ombrage fonctionne super bien au Maroc. Puis, pour une fois que ça nous réussit, je dirais un nom puis d'avoir des employés marocains ou africains chez nous ou qui viennent d'autres pays. Pour une fois, ça nous réussit dans l'autre sens. Hein, les gens ne nous disent pas on vient d'ailleurs, on vient de partout finalement. Donc c'est ça notre grosse force. En tout cas, très, très, très inspirant comme parcours. Et justement, avec tout ça, on sait que tu es un grand sportif. Malheureusement, tu as dû arrêter la carrière
dans le basket. Est-ce Ouais. qu'à côté du basket, il y a d'autres choses, d'autres passions, hormis bien entendu ton métier, Ouais. qui t'animent au quotidien? Ça, je vous dis, j'en ai plein, j'en ai trop. Il faut que je fasse des choix tout le temps, que ce soit avec la famille ou perso. Bon, bah, je fais de la plongée, je fais de la marche Excellent, active, excellent, excellent la ouais, je plongée. Et si c'est pas marche. indiscret, justement, je te coupe pas, la plongée, t'en fais où? Parce que je suis un amateur de plongée Max, c'est un aussi. plongeur. Max, c'est un plongeur. Moi, je plonge dans l'eau chaude. Je Ah plonge pas dans l'eau d'accord. froide. Ouais, ça, c'est mon petit truc. Dans l'eau froide, au Québec, je plonge pas. Donc, bah non, bah, je fais de la marche active. Je marche, j'essaie de marcher à peu près 50 kilomètres par semaine en moyenne. Bon, bah, pour maintenir la forme aussi. Bon, j'adore le sport automobile. Je fais toutes sortes de trucs. Mais c'est ça, je pense que les gens hyperactifs, faut qu'ils se trouvent des trucs à faire. Moi, j'ai tout le temps quelque chose à faire. Donc, j'aime la lumière, je travaille avec la lumière, mais aussi bien, je lis beaucoup sur le business aussi. Je m'intéresse beaucoup aux manières de travailler ou ce que les gens font. Parce que pour moi, la vie d'entrepreneur, la vie du travail que je fais chez Ombrage, pour moi, c'est pas un boulot. Là. Je me lève pas le matin, je m'en vais pas au boulot. Ça fait partie Mm. de moi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien dans une vie, là, que de se dire, je me lève pour aller travailler. Puis, je vois des gens Sûr. qui capotent à des fois en se disant, ah, c'est lundi, moi, que ce soit lundi, samedi, dimanche, si je reçois un appel pour le boulot, je vais le faire, je vais le prendre. J'ai pas de limitation, j'ai pas de truc. Puis, il y en a qui me disent, bah, faut séparer la vie du travail. Ben non, parce que pour moi, c'est la même chose. Je veux dire, c'est comme le sport, ça fait partie de nous. On peut pas enlever ça comme ça en cliquant des doigts. Puis même si tu le veux l'enlever, ça revient tout le temps. Donc, Mais je te poserais la question, comment tu fais pour balancer justement ces multiples intérêts étant hyperactif que tu es, en plus de ton entreprise, puis si je me trompe pas, tu as lancé un nouveau projet, tu as une nouvelle entreprise qui est née de la situation actuelle, la COVID. ouais, Comment ouais. tu fais pour balancer tout ça? Bah, écoute, on se trouve le temps, c'est de l'organisation. Et puis, si j'ai le goût d'aller marcher 2 heures en pleine journée, je vais y aller. Puis souvent, ce que je fais des téléphones. Souvent, ce que je fais pendant que je marche, je fais des téléphones. Je suis rendu pratiquement depuis le mois de mars avec la COVID, je marchais à tous les jours et je pense que je suis rendu pendant 700-800 kilomètres de marche là, depuis le mois de mars. Et je dirais peut-être qu'il y a au moins 80% là-dedans sur le téléphone. Donc, au lieu de rester assis au bureau à se parler, je peux faire des meetings dans le téléphone en marchant, je peux faire un paquet d'affaires. Puis moi, j'ai une qualité, je sais pas si c'est une qualité ou si c'est un don que j'ai, mais je prends aucune note. J'ai tout en tête. Donc, j'ai pas besoin d'écrire pour me rappeler quelque chose. Donc, je peux faire un meeting puis savoir ce que j'ai dans la tête. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais garder toute ma vie. Là. Je sais pas si ça va pouvoir se faire avec l'âge. Là, plus on vieillit, des fois, plus on perd des trucs. Mais bon, à date, ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est génial parce que je peux faire un meeting puis savoir exactement puis retransmettre le message. Moi, j'ai tout en tête. Là. J'ai aucune note, j'ai aucun cahier de notes avec moi parce que je l'avais pas à l'école, je l'ai toujours pas maintenant. Alors ça on joue avec notre activité, hyperactivité là-dedans. Faut trouver nos Mm. meilleurs trucs. Hein. Mais Ouais. pour se partager, bah écoute, regarde, quand je suis en déplacement, bah, je me garde des fois 2 jours pour faire de la plongée ou pour aller me balader ou faire du sport ou aller au baseball parce que aussi j'ai été un joueur de baseball aussi en Europe là. Ça j'ai oublié de vous dire pour ma retraite. C'est ce que j'ai fait pendant les 20 dernières années. Alors, tu sais, j'ai toujours quelque chose à faire et je m'organise. C'est une gestion du temps, hein, puis je suis pas un perfectionniste, donc je suis capable d'accepter que des gens de mon équipe fassent des choses à leur manière, même si je les ferais pas comme ça. Mm. Mais vous savez quoi, le résultat, c'est encore le panier. Là. Donc, il peut bien rentrer par toutes J'adore. les manières qu'ils veulent. Tu sais, c'est ça qu'il faut apprendre parce que je pense qu'un leader doit comprendre que la formule est pas la même. Si je vous prends tous les deux, c'est sûr que je vais trouver des forces et des défauts à chacun. Je vais vous utiliser dans ce que vous êtes bon, pas dans ce que vous êtes mauvais. Puis je vous mettrai pas dans une case où vous allez pas bien vivre, vous allez sortir de là au plus vite. Donc, tu sais, c'est ce que je fais moi-même avec moi. Il y a des choses dans ce que je fais comme administrateur d'entreprise que je déteste. Donc, je les fais pas. Donc, mais j'ai pris des bonnes personnes pour le faire. Des personnes qui sont meilleures que moi pour le faire. Si j'ai besoin de personnes en comptabilité, c'est pas moi qui vais faire ça. Je vais lire les chiffres. Moi, ça me prend un one page pour comprendre ce qui se passe. J'ai pas besoin d'avoir les 75 pages du dossier. Donc, je fonctionne comme ça. Donc, j'ai pas besoin d'analyser, faire de la micro-gestion. Pour moi, c'est une perte de temps. Il y a des gens qui sont payés pour ça
dans le monde, dans notre entreprise pour faire ce genre de choses. Donc moi, je marche avec des synthèses, donc je sauve énormément de temps. Quand je vous dis que je suis pas un perfectionniste, il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire mieux, qui m'auraient pris 10 fois plus de temps, et qu'au final, mon client ne verrait même pas la différence, parce que pour lui, c'est très bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à jauger en étant entrepreneur, sinon on devient fou. Hein. Moi, je trouve que la perfection, pour un entrepreneur, c'est une maladie qui va vous conduire à la dépression. C'est dommage, mais c'est souvent ça. Et donc, il faut faire du lâcher-prise sur certaines choses. C'est un peu pour ça que j'arrive à faire d'autres choses que de travailler en temps normal. Malheureusement, on aurait bien aimé voulu continuer cette entrevue pendant très longtemps. Et sur ces sages paroles-là, on arrive à ce qu'on appelle, nous, la minute signature, qui est Ouais. une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration et de motivation. Et pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, à la fois ici au Québec, au Canada, en Europe et aussi en Afrique, qu'est-ce que tu veux partager avec toutes ces personnes-là, avec en plus la situation qu'on connaît aujourd'hui? Moi, j'ai une bonne petite phrase. C'est: ma responsabilité consiste à faire jouer tous mes joueurs pour le nom indiqué sur le devant du maillot et ne pas sur celui qui est dans le dos. Je pense que celle-là, c'est la meilleure phase d'une entreprise. C'est l'individualisme ne fonctionne pas aussi bien d'un côté de l'entrepreneur que de l'employé. Il faut jouer pour la même équipe, puis pour le numéro qui est en avant, pas celui qui est en arrière. C'est le meilleur. C'est le nom d'une entreprise, pour moi, est important. Puis chez nous, tu vois, chez Ombrage, les gens jouent pour Ombrage, jouent pas pour moi. C'est pas moi qui vais me mettre sur le front, là, même si c'est moi qui pilote l'entreprise. Il n'y a jamais mon nom qui paraît sur un projet, on dirait c'est moi qui l'ai fait. C'est l'issue, c'est le résultat final du projet. Donc, c'est la phrase que j'aurais dire. C'est: faut jouer en équipe, en bonne équipe. J'adore beaucoup. J'aime beaucoup tous les parallèles que tu fais avec le sport. Ça résonne beaucoup avec nous. Mais oui. je suis sûr aussi que ça va résonner avec beaucoup. Puis c'est fidèle à celui qu'on a appris à connaître. Donc, merci infiniment d'avoir partagé avec nous. C'est ça. C'est cool. Merci encore, Mehdi, d'être avec nous. C'était super apprécié de ton partage. Maxime, toujours un plaisir de partager avec toi. Partager, Def. Merci encore, Mehdi. Merci à vous, puis bonne continuation. Je pense que vous avez un bon petit podcast, là, c'est fun, donc on va continuer de vous suivre. Merci infiniment. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent à la maison comme ailleurs. Donc, encore une fois, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. On parle ici de LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. À bientôt. Merci.